Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui sur Planète et Politique, au programme deux sujets très intéressants. Le rôle du Sénat, nous avons posé des questions à des gens dans la rue et notre intervenant Adrien Mabou, sénateur des Yvelines, nous répondra réellement en quoi cela consiste. Et notre second thème, une interview exclusive de Laurent Romeshko, un présentateur télé de France Télé et très impliqué dans le climat. On commence tout de suite avec le micro-trottoir. Nous sommes accompagnés de Keina. Bonjour Keina. Bonjour. En vue des élections 2023, en septembre, des sénateurs, nous avons quelques questions à vous poser. Pour vous, quel est le rôle du Sénat? Alors, le Sénat, il vote les lois et contrôle le gouvernement. Quel est pour vous le rôle d'un sénateur? Donc, le sénateur siège au Sénat pour voter des lois. Je trouve que des fois, il n'est pas en accord avec ses convictions du départ, parce qu'une fois qu'il siège au Sénat, qu'il a sa place, il est bien payé, et après, il y a relâchement. Alors, qu'est-ce que réellement le Sénat? Donc, nous avons la chance d'avoir un intervenant du nom d'Adrien Mabou, le sénateur des Yvelines, qui va tout simplement nous y répondre. Le Sénat a à peu près le même rôle en France que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il vote les lois et contrôle par la même occasion le gouvernement et la République française. En France, donc, il existe deux chambres qui votent les lois, qui essayent de trouver un compromis. Parce qu'il y a toujours un compromis, ils essayent de trouver un compromis sur une loi en changeant les termes. Mais ça ne marche pas toujours. Alors, si le premier cas, autrement, qui est appelé aussi la navette, ne marche pas, on met en place un comité mixte paritaire. Alors, ce comité mixte paritaire, comme il le dit, est mixte paritaire, c'est-à-dire il est composé d'un mélange de députés et de sénateurs à part égale, c'est-à-dire 7 chacun. Dernière question, monsieur Mabou. Quel est le rôle d'un sénateur? Vous me posez la question que je trouve particulièrement intéressante, qui est en quoi consiste le travail d'un sénateur. Alors, je pourrais vous répondre en évoquant l'ajout de termes aux lois et tout ça, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant d'attaquer sur les 4 principaux axes sur lesquels travaille un sénateur. Alors, il y a un premier travail qui est au Sénat. Alors, il ne doit pas juste voter les lois, mais il doit aussi respecter sa commission et il doit bien sûr réfléchir en fonction des nouveaux textes qui arrivent alors quotidiennement ou de façon assez régulière au Sénat. Alors, il y a aussi un contrôle du gouvernement qui s'effectue par le biais de nombreux sénateurs, par notamment des questions qui sont hebdomadaires pour le coup. Invité de marque, Laurent Romeshko, présentateur France Télé et journaliste, très intéressé dans le climat. Et c'est d'ailleurs de ce que nous allons parler. Bonjour monsieur Romeshko. Bonjour à vous deux. Alors déjà, première question, on parle souvent de climat et de météo, mais quelles sont les différences entre ces deux sujets? Ah, c'est une différence d'approche, de temps. C'est-à-dire que la météorologie, c'est la science de prévoir le temps sur quelques heures, quelques jours. Et le climat, on est à une autre échelle. On est au moins sur une échelle de quelques décennies. C'est au moins 30, 50 ans. Et puis beaucoup plus, 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans parfois pour certaines études. Donc on a un spectre qui est beaucoup plus large sur le climat que sur la météorologie. Ce sont deux sciences différentes, mais très voisines et très imbriquées. Très bien, merci. On sait aussi que le climat a toujours varié, mais pourquoi on doit d'un coup s'alerter de ces si soudain? Alors, c'est juste, vous avez raison, le climat a toujours varié. Depuis que la Terre existe, il y a eu des climats chauds, des climats glaciaires, des périodes entre deux. On est en ce moment dans une période ce qu'on appelle interglaciaire, ce qui est une période plutôt chaude. Il y a toujours eu une variabilité naturelle du climat, on connaît les causes. C'est la puissance du soleil, c'est l'axe de rotation de la Terre, c'est l'éloignement par rapport au soleil. Mais alors tout ça, ce sont des changements qui s'effectuent sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. Mais on a depuis 300 ans à peu près
un changement qui est très important, qui est lié à quelque chose qu'on sait mesurer. Ce sont les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère. Alors principalement le gaz carbonique, mais aussi le méthane et d'autres gaz, dioxyde de soufre. Et donc ça, on voit que depuis le début de l'ère industrielle, depuis 1850, cette concentration en gaz à effet de serre augmente considérablement, que c'est lié à l'activité humaine et que les températures suivent également. Et donc le réchauffement qu'on vit en ce moment est lié aux activités humaines, ça on en est certain. On est certain. Merci. J'imagine qu'il y a des enjeux pour le réchauffement climatique. Quels sont ces enjeux? Alors, j'ai du mal à les classer, mais le premier enjeu et le nerf de la guerre dans tout ça, oui, c'est l'économie, c'est l'argent. C'est-à-dire lutter contre le réchauffement climatique, ça coûte très cher. Il faut mettre en place de nouveaux moyens de production d'énergie. Il faut aussi aider les pays qui sont défavorisés. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc le premier enjeu, c'est ça. Et l'enjeu à égalité, je le mettrais même devant, moi, c'est l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'avec ce réchauffement, on a beaucoup de populations sur la planète qui sont menacées. Alors malheureusement, les populations qui sont menacées ne sont pas forcément les populations responsables de ce réchauffement. Ce sont les pays défavorisés. Et très souvent, nous, pays occidentaux, nous qui sommes très émetteurs de gaz à effet de serre et très responsables de ce réchauffement climatique, en fait, on sera impacté, mais beaucoup moins que les autres et moins dramatiquement. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques zones les plus touchées par le réchauffement climatique? On en parle très souvent. Forcément, il va y avoir une hausse du niveau de la mer. Alors, on pense très souvent que cette hausse du niveau des océans est due à la fonte des pôles, des glaces, un tout petit peu, mais pas que ça. Il se trouve qu'il y a un phénomène de physique que vous avez dû étudier. De l'eau chaude, ça prend plus de place que de l'eau froide. L'eau chaude se dilate. Donc, ce qui veut dire que lorsque la température des océans va remonter de 2, 3, 4, 5 degrés en moyenne, forcément, elle va prendre plus de place. Donc, la première menace, en fait, c'est une menace de submersion. Donc, on pense à tous ces pays, tous ces États qui sont au niveau de la mer. Alors, on parle très souvent de la Micronésie, c'est au milieu du Pacifique, ce sont des tout petites îles avec un niveau qui est très très bas. Et donc là, effectivement, ce sont des îles qui vont carrément disparaître. Lorsque vous êtes à 30 cm du sol, du niveau de la mer, et que le niveau de la mer monte d'1 mètre, forcément, votre île n'existe plus. Et puis, toutes les zones du golfe du Bengale, qui elles vont être aussi inondées, ce qui veut dire déplacement de population. Les impacts de ce réchauffement, c'est aussi forcément les zones qui sont de plus en plus sèches et arides. Donc forcément, pas d'eau, pas de nourriture, et donc les humains s'en vont, les animaux aussi, les animaux ont besoin de manger, on y pense aussi. Donc vous voyez, c'est une sorte de jeu de domino, vous en poussez un, vous changez une petite donnée, un paramètre, et là, bam, tout part en cascade et ça a des conséquences dramatiques. Oui. Vous avez récemment écrit un livre en 2019, oui. Météo 2050. Nous avons quelques questions à vous poser sur ce livre. Tout premièrement, qu'est-ce que le GIEC? Alors, le GIEC, c'est le groupement international des experts sur le climat. C'est un groupe de scientifiques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques partout dans le monde qui travaillent sur l'étude du climat, les impacts et les solutions et autres, et surtout sur le réchauffement climatique et les impacts prévus. Et en fait, très régulièrement, il y a un rapport, ces experts, toute la littérature qui est publiée, toute la littérature scientifique, elle est rassemblée, elle est analysée, elle est résumée, et il y a un rapport qui est émis très régulièrement par ces experts. Donc on a rassemblé, alors tout ça sous l'égide de l'ONU, tout ça, ces experts ont été réunis de façon à ce qu'ils nous livrent un état des lieux très régulièrement de l'état de la planète et du climat. Ça permet aux politiques de prendre des décisions. Bon, elles tardent un peu à venir, les décisions, mais le GIEC sert à ça. C'est la balise. On sait où on en est. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Météo 2050 Ce qui m'a poussé sont les gens qui m'entourent. C'est-à-dire que très souvent, j'avais de la part des amis, de la famille, ils savent que je m'intéresse au sujet. Et ils me disent, mais concrètement, ça va changer quoi pour nous? Je veux dire, sincèrement,
2-3 degrés de plus, bah, il fera meilleur, qu'est-ce que ça va changer? Et donc là, je me suis dit, c'est vrai que les perspectives, nous, qu'on met en place, elles sont très souvent plutôt abstraites. On parle de 2 degrés en moyenne à l'échelle du globe, on parle d'une hausse du niveau de l'océan, ouais, mais ça va donner quoi? Et donc j'ai voulu me placer dans cette perspective milieu de 21e siècle, 2050, en tenant compte aussi des efforts et des innovations technologiques qui sont mises en place, et puis celles aussi qui s'amorcent, et essayer de montrer un petit peu comment on pourrait vivre en 2050 concrètement. J'ai vraiment, je sais pas si j'ai des amis qui sont pas bien malins, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais. Ouais. Je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose de concret. Et donc voilà, donc il y a une marge d'erreur, hein, parce que je suis pas Nostradamus, je suis pas devin, mais en tout cas, ce sont des pistes a priori qui semblent se confirmer. Merci d'avoir été avec nous sur UNESCO. Merci à vous. Ce livre est disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À la météo.